Bonjour à tous et bienvenue dans la question du mois numéro 84. Comment utiliser les parties 2 des DTU pour mieux chiffrer, mieux préparer et mieux gérer son chantier. Donc, ça va être essentiellement une présentation des parties 2 des DTU. C'est une partie qui est peu connue. J'avais déjà présenté ça dans la question du mois numéro 25 sur les informations qui étaient contenues dans les DTU. Et là, je vais faire un zoom sur ces parties-là. Donc, les parties 2 des DTU, on appelle ça cahier des clauses administratives spéciales type. Donc le nom n'est pas terrible, mais à l'intérieur, on a des informations très intéressantes concernant la consistance des travaux. Ce sont les prestations qui sont dues à votre lot, donc les limites de prestations entre les différents acteurs. Les renseignements obligatoires que vous devez avoir en votre possession avant votre intervention. Les spécifications concernant la coordination avec les autres lots. Les informations concernant la validation des supports, l'autocontrôle et la gestion des interfaces de chantier. Et les dispositions pour le règlement des litiges. Donc, on va séparer en différentes phases. En phase chiffrage, en phase préparation, en phase exécution et en phase SAV, réception, SAV, maintenance. Et donc pour chaque phase, je vais essayer de vous montrer avec des exemples comment on peut utiliser ces parties 2 des DTU comme un outil de travail et pas comme une contrainte qu'on viendrait nous imposer comme ça. Donc en phase chiffrage, vous avez un article qui est très intéressant, qui est l'article 3. Donc les DTU partie 2 sont en généralement faits de la même manière. Et donc l'article 3 concerne la consistance des travaux. La consistance des travaux, c'est quoi? C'est si rien n'est prévu dans les documents du marché, dans ces cas-là, le DTU partie 2 désigne une liste d'éléments que l'entreprise doit, obligatoirement, même si ce n'est pas inscrit dans les documents du marché, et une liste d'éléments que l'entreprise ne doit pas. Donc l'exemple très classique que j'utilise en formation, c'est le joint de finition entre la menuiserie et le placo. Imaginons, on est sur un chantier de 150 logements, je suis le conducteur de travaux, je fais venir le peintre, le menuisier et le plaquiste pour une problématique concernant les joints de finition qui ne sont pas prévus dans les documents du marché, sauf qu'il faut les faire. Parce que moi, je ne vais pas laisser mon bâtiment comme ça, sans joint de finition entre la menuiserie et le placo. Donc voilà, je réunis tout le monde, puis je dis, allez, qui c'est qui me fait... qui a prévu de faire les joints? Personne. Bon, je prends en général le gars qui a le plus de pénalités de retard provisoire, je suis le conducteur de travaux, et puis je lui dis, c'est toi qui les feras, et si t'es pas content, je t'applique tes pénalités provisoires. En vrai, ça se passe pas du tout comme ça. En vrai, ce qui peut se passer, c'est que les entreprises, elles font référence à leur partie 2 du DTU, donc le menuisier, il va voir les parties 2 du DTU, et puis il dit, c'est pas moi, parce que dans l'article « Travaux ne faisant pas partie du marché, si les documents du marché n'y font pas référence », le joint de finition n'est pas prévu au lot menuiserie. Et le plaquiste, quand il va voir sa partie 2, il est spécifié que le joint de finition entre le placo et la menuiserie n'est pas prévu au lot placo. Et le peintre, quand il va voir ses parties 2, il y a marqué que le lot peinture ne doit pas le joint de finition entre le placo et la menuiserie. Et dans ces cas-là, qui le doit? C'est la maîtrise d'œuvre. Elle avait qu'à le prévoir dans ses documents du marché. Ce joint de finition, il est purement esthétique. D'un point de vue qualitatif, il n'est pas nécessaire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas terrible. Oui, effectivement, c'est pas terrible, mais les DTU, c'est le minimum nécessaire pour une bonne qualité de l'ouvrage. C'est la Logan pour la voiture. Si on veut une BMW, il faut payer et il faut le demander. La Logan, c'est les DTU, c'est le minimum. Il n'y a pas la direction assistée, il n'y a pas les vitres électriques, il n'y a pas les phares anti-brouillard, mais ça roule et on a le droit de rouler avec. Le joint de finition entre la menuiserie et le placo ou le revêtement intérieur, c'est pareil, il n'est pas strictement nécessaire pour une bonne qualité de l'ouvrage. Alors c'est vrai que c'est mieux s'il y en a un, mais c'est pas nécessaire. Alors là vous allez me dire, oui, mais pour l'étanchéité à l'air, mais l'étanchéité à l'air, les DTU ne traitent pas de l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, c'est une performance globale qu'il faut atteindre, avec une valeur mesurée. Mais peu importe la manière dont on fait, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune interdiction. On fait comme on veut, du moment qu'on atteint la performance demandée. Si on arrive à atteindre la performance sans faire de joint, on y arrive. Alors ça va être compliqué si le plan d'étanchéité à l'air, c'est le placo. Mais si le plan d'étanchéité à l'air, c'est une membrane. Ou si le plan d'étanchéité à l'air, c'est un enduit projeté intérieur.
ou si c'est autre chose. Il n'y a pas besoin de faire de joint de finition. Donc, c'est là où c'est très important de comprendre que cet article-là, il peut être utile dans l'aspect chiffrage, parce que quand il y a des flous entre les pièces juridiques, entre les pièces marché, entre le plan, le descriptif, et ben ce qui va faire foi, ça va être cet article-là. Et donc il faut le vérifier, il faut aller voir. Il n'est pas très long, hein, il n'y a qu'une dizaine ou une quinzaine de lignes par DTU. Donc en fonction de vos travaux, prenez connaissance de cet article 3, consistance des travaux, partie 2 de votre DTU, et vous aurez au moins une connaissance des limites de prestation, ce que vous devez, ce que vous ne devez pas, si jamais il y a un flou entre les pièces du marché. Pour la phase préparation, toujours dans les parties des DTU, vous avez un article 4. Selon les DTU, il est un petit peu différent. Certains en ont deux, certains en ont qu'un des deux. Donc il s'agit soit d'un article qui s'appelle renseignement à fournir à l'entrepreneur, soit un article qui s'appelle coordination avec les autres entreprises. Et il y a certains DTU qui ont les deux, c'est encore mieux. C'est très important parce que ça va vous permettre de réaliser votre devoir de conseil, notamment en rappelant les bonnes conditions d'intervention ou en rappelant les renseignements à avoir en votre possession pour l'étude complète du projet. Il est très utile cet article pour rétablir un petit peu le rapport de force, notamment concernant les pénalités de retard provisoire qu'on peut vous mettre. Il y a toujours une ligne dans cet article qui permet de justifier qu'on n'a pas eu tous les éléments, soit pour étudier le projet, soit pour intervenir dans des bonnes conditions, et que donc le retard n'est pas imputable à votre lot. Ça, c'est plutôt pas mal. Un exemple là-dedans pour la partie coordination, pour le DTU revêtement de sol scellé. On a des prescriptions concernant les passages verticaux et horizontaux, à partir de quand ils doivent être réalisés. Donc là, en l'occurrence, tous les passages verticaux et horizontaux des canalisations doivent être réalisés avant la pose de revêtement. Ça paraît logique, mais on ne peut pas, en fin de chantier, lorsqu'on est limite au niveau timing et planification, demander au lot de finition de tout envoyer alors que ce n'est pas terminé, alors que tout n'est pas correctement terminé. Avant d'exécuter les travaux, l'entrepreneur devra confirmation au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre que toutes les canalisations traversant son ouvrage sont en place. Donc effectivement, la difficulté de cet article-là, c'est qu'il faut que l'entrepreneur signale par écrit à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'œuvre que les travaux qui sont existants avant son intervention ne sont pas conformes à ce qui est demandé au DTU. S'il ne le signale pas, c'est un manquement à son devoir de conseil, et donc derrière, lui, le retard peut lui être imputable. S'il le signale, le retard ne peut plus lui être imputable. Ça, c'est intéressant. Concernant l'examen des supports, concernant le nettoyage des locaux et le déblaiement des éventuels gravats provenant d'autres corps d'État ne sont pas à la charge du titulaire du lot revêtement scellé. Ils doivent être réalisés avant son intervention. Ça mérite de le signaler. Après, c'est fait ou c'est pas fait. En général, voilà, c'est pas fait. Mais au moins, c'est signalé, vous avez fait votre devoir de conseil. Et si jamais on vous reproche quelque chose, vous pouvez toujours dire « oui, mais je vous l'avais dit ». C'est déjà ça. Et concernant la planification des travaux, afin que le maître d'ouvrage puisse coordonner la circulation des autres intervenants, l'entrepreneur l'informera des délais de mise en service suivant la norme du DTU 52.1. Dans un cas de retard occasionné par des corps d'État précédant l'intervention du titulaire du lot revêtement scellé, le maître d'ouvrage modifie le planning contractuel du chantier en conséquence. Alors c'est pareil pour les peintres, si on est déjà en retard avant votre intervention, on ne peut pas vous pénaliser pour un retard final de livraison. Il faut modifier la planification contractuellement, et donc c'est à vous de faire votre devoir de conseil et de demander cette modification. Après, si elle n'est pas faite, vous avez fait votre boulot. Si je prends un exemple concernant les menuiseries extérieures pour la partie renseignement à fournir à l'entrepreneur, on a une liste d'éléments qui doivent être fournis à l'entrepreneur dès la consultation de l'entreprise. Donc on a toute une liste, description des ouvrages, performance énergétique, nombre et modalité des essais, plan et dessin définissant les caractéristiques dimensionnelles du gros œuvre, nature et fixation au gros œuvre, type de calfeutrement retenu,
finition prévue et protection éventuelle des ouvrages à la charge de l'entrepreneur, dispositions prévues pour le stockage. Tout ça doit être prévu à l'avance et c'est à l'entreprise de rappeler à la maîtrise d'œuvre qu'elle doit lui fournir tout ça. C'est important parce qu'au moins, ça peut vous permettre d'avoir tous les éléments pour chiffrer correctement votre projet et pour préparer correctement votre chantier et de ne pas avoir de surprise en cours de chantier. Conclusion, concrètement, comment on fait? L'UMPI a fait un courrier type utilisable par les entreprises qui permet de rappeler les bonnes conditions d'intervention, qui permet de rappeler les éléments que doit avoir en sa possession l'entreprise et donc de réaliser son devoir de conseil. Donc, dans l'article 5 des parties 2 de votre DTU, vous avez, alors dans tous les DTU, ce n'est pas le numéro 5, mais bon, il existe forcément quelque part, un article qui s'appelle « Gestion des litiges ». Que faire en cas de litige? Et en fait, c'est décrit. Donc, si je prends l'exemple, le DTU 20.1 des travaux de maçonnerie, il est bien indiqué que dans le cas où une entreprise titulaire d'un des marchés autres que les marchés de maçonnerie conteste les tolérances d'exécution de la maçonnerie, il est procédé à une réunion avec un relevé contradictoire, donc on va mesurer les tolérances d'exécution, et on va vérifier qu'elles sont conformes à ce qui a été demandé. Les tolérances d'exécution sont indiquées dans les DTU partie 1-1, qui concerne essentiellement la mise en œuvre. Et donc, en fonction des finitions qui ont été demandées, il faut qu'elles soient précisées. D'ailleurs, on a par exemple dans les parties 2 et la consistance des travaux, ou la coordination avec les autres entreprises du DTU peinture, une phrase qui dit que s'il n'y a pas de finition demandée, on prend une finition B par défaut. Donc c'est-à-dire que si tous les renseignements ne sont pas fournis, il y a des finitions qui sont prévues par défaut dans les DTU. Et là, en l'occurrence, on va vérifier que les tolérances par défaut sont appliquées. Et si elles ne sont pas appliquées, c'est au maçon de reprendre ses ouvrages. Si elles sont appliquées, c'est au corps d'État suivant de prévoir une prestation qui va leur permettre d'avoir les tolérances qui conviennent pour la mise en œuvre de leur ouvrage. Et si jamais ça ne fonctionne pas, il faut qu'ils aillent voir dans leur partie 2 à eux pour vérifier si c'est des travaux qui doivent être compris dans leur prestation, même si ce n'était pas prévu dans les documents du marché, ou alors si c'est des travaux qui peuvent facturer comme travaux supplémentaires. Dans le cadre de travaux supplémentaires ou d'éléments qui n'étaient pas prévus et qui doivent faire l'objet de travaux supplémentaires, il est bien indiqué dans les DTU que l'entreprise a plusieurs possibilités. Soit elle peut retirer son offre complètement et se désengager, soit elle peut accepter des travaux gratuitement. Pourquoi pas, si on s'entend bien avec la maîtrise d'œuvre et qu'il n'y a pas trop d'ouvrages, on peut lui faire un avenant gratuit, mais il faut toujours faire un avenant écrit qui explique bien qu'il y a une modification du contrat, parce que sinon ça peut retomber sur l'entreprise en cas de litige ou de sinistre. Et troisième possibilité, faire réaliser des travaux supplémentaires avec un avenant, et dans ces cas-là, on n'intervient évidemment qu'une fois que l'avenant est signé. Donc, en conclusion de cette partie-là, les DTU sont des outils très pertinents pour clôturer un litige sans perte de temps. Le gros avantage, par exemple quand j'étais conducteur de travaux, d'utiliser cette partie-là, c'était d'éviter de passer 3 heures à savoir qui était responsable de quoi. À un moment donné, on arrive, et le mur il n'est pas droit, le plaquiste il n'est pas content, oui mais c'est toi qui dois que... Non, on arrive, on mesure, on prend un fil à plomb, on mesure l'aplomb du mur, il est conforme aux tolérances, c'est le plaquiste qui doit rattraper, il n'est pas conforme aux tolérances, c'est le maçon qui doit rattraper, merci, au revoir, et on évite de perdre du temps pour rien. Ça évite d'aller à 3-4 réunions et de se déplacer pour rien. En sachant que le coût n'est pas négligeable, j'ai mesuré ça sur l'opération Ville Avenir notamment, on a évalué les surcoûts liés à la non-qualité, et ça peut monter jusqu'à 25% du montant de marché, parce qu'en fait, dès qu'un encadrant se déplace pour 1 heure, ça coûte entre 100 et 150 € à l'entreprise. Donc pour clôturer tout ça, on utilise les DTU. Les DTU, c'est d'un côté une contrainte que le maître d'œuvre impose aux entreprises ou que les assureurs imposent aux entreprises pour un ouvrage de qualité, mais c'est aussi un outil qui permet aux entreprises de dire
je suis dans mes droits, maintenant, vous voyez avec l'autre corps d'État, ou alors c'est un problème de maîtrise d'œuvre qui a mal rédigé son cahier des charges et que ça ne correspond pas à la demande du client. Ce n'est pas le problème de l'entreprise, c'est le problème de la maîtrise d'œuvre. Il existe donc dans certains DTU des annexes qui traitent de l'entretien et de la maintenance des ouvrages. Ils sont très intéressants pour réaliser votre devoir de conseil. Vous avez un DOE à fournir en fin de chantier, un dossier d'ouvrage exécuté, qui comporte une liste non exhaustive de fiches techniques, éventuellement de photos, de plans à jour, de conseils d'entretien, éventuellement d'un contrat d'entretien, de conseils d'utilisation. Voilà. Et ben, dans les DTU, on retrouve une partie de ce devoir de conseil. Donc exemple, pour le DTU étanchéité des toits terrasses, on a une annexe qui concerne l'entretien qui doit être fait. Donc par exemple, si je prends l'article A.2, l'entretien est à la charge du maître d'ouvrage ou ses ayants droit après réception d'ouvrage. Il comporte des visites périodiques de surveillance des ouvrages au moins une fois par an. Les terrasses à pente nulle ou les noues à pente nulle avec revêtement d'étanchéité autoprotégé peuvent nécessiter un entretien plus fréquent. Par ailleurs, s'il n'est prévu qu'une seule visite par an, elle est effectuée de préférence à la fin de l'automne pour les bâtiments situés à proximité d'arbres. Et donc l'entreprise, quand elle joint ça à son DOE, elle fait son devoir de conseil au niveau de l'entretien. Et s'il y a un sinistre, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir prévenu le client qu'il fallait qu'il entretienne et qu'il nettoie sa terrasse. En conclusion de tout ça, l'inconvénient, c'est que quand on demande à la maîtrise d'œuvre ou au maître d'ouvrage une certaine rigueur concernant un rappel des bonnes conditions d'intervention, des consistances des travaux, des renseignements à fournir, des éléments concernant l'entretien et la maintenance, ça veut dire que d'un autre côté, la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage va demander à l'entreprise une certaine rigueur. Donc effectivement, ça veut dire qu'on doit être au carré sur la planification et sur la mise en œuvre à partir du moment où on demande aux autres acteurs d'être carrés sur les éléments à fournir et la consistance des travaux. Et ça, c'est normal. Mais en faisant comme ça, on va améliorer la qualité, on va améliorer les délais, on va améliorer la bonne entente entre les différents acteurs. Attention, évidemment, chaque cas est particulier et il ne faut pas avoir des œillères en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut s'adapter à la personne avec qui on discute. Donc tout va dépendre de vos relations commerciales entre un architecte, un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage avec qui vous avez l'habitude de travailler, où là vous pouvez être un petit peu plus light sur les préconisations, et un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre ou un architecte qui vous a déjà planté plusieurs fois, où là vous pouvez être un petit peu plus strict. Il est nécessaire de connaître les règles théoriques par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Je sais que les DTU, c'est quelque chose qui est très théorique. Si on respectait l'ensemble des DTU et tous les critères, il y a des travaux qui seraient difficilement réalisables. Je pense aux enduits, par exemple, avec les bonnes conditions d'intervention en termes de température, d'humidité. C'est toujours un petit peu compliqué, surtout en ce moment où il fait très froid. Mais il n'empêche que pour prendre les bonnes décisions techniques, pour prendre les bonnes décisions en termes de planification pour vos entreprises, il faut connaître ces règles théoriques, même si on ne les applique pas tout le temps. Et je termine par une petite note plutôt relationnelle. On a le droit de dire non à un maître d'œuvre. C'est pas pour ça qu'il nous prendra plus. Surtout si c'est justifié et si c'est pour apporter de la qualité et un respect du niveau de qualité attendu par le client. Étant anciennement maître d'œuvre pour un architecte, sur le coup, ça ne fait pas plaisir que l'entreprise nous dise non, mais sur du moyen terme et sur du long terme, c'est des relations qui sont plus franches et qui sont plus respectueuses et qui permettent d'avoir confiance. C'est des relations qui s'inscrivent dans la confiance. Quand on sait qu'une entreprise est capable de nous dire non pour un problème de qualité, alors que nous, on n'a que le planning en tête, qu'on veut que le chantier soit livré à l'heure parce que les clients nous poussent derrière, et que l'entreprise est capable de résister à la pression en nous disant non, on ne pourra pas faire ça, parce que sinon, il y a un risque trop important de dégrader la qualité. Sur le coup, ça ne nous fait pas plaisir, mais quand on voit qu'à la fin du chantier, ça se passe bien, ça s'est bien passé, et que l'entreprise a eu raison, cette entreprise-là, moi, je suis sûr qu'on la reprendra, parce qu'on sait qu'avec elle, on a quelqu'un qui est compétent et de qualité
et qui nous fera une prestation correcte et qui nous le dira si jamais on va trop loin. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les règles, les recommandations professionnelles du programme Pacte sur le site internet programmepacte.fr. N'hésitez pas, si vous n'y avez pas accès, à acheter les DTU. C'est pas pour le prix que ça coûte. L'investissement est rentable par rapport aux économies que vous allez faire sur les litiges et les sinistres si vous les utilisez correctement. En plus, en étant adhérent FFB, vous avez 25% de réduction sur l'achat des DTU auprès du CSTB. Si vous êtes déjà Qualibat, vous avez accès aux DTU liés à la qualification sur laquelle vous êtes qualifié auprès de Qualibat. Sur le site internet de Qualibat, vous avez un onglet qui s'appelle Corpus Qualibat une fois que vous vous êtes connecté. Et donc vous avez accès aux DTU. Et n'hésitez pas à faire appel au service technique de la fédération, donc moi-même pour les questions concernant les DTU. Vous avez un accompagnement de proximité, je peux venir chez vous, vous expliquer les spécificités de votre DTU, de l'évolution, faire de la veille technique réglementaire, et vous pouvez éventuellement contacter votre fédération pour vous inscrire aux permanences techniques qui sont organisées chez vous, qui vous permettront en 1 heure de faire un point rapide sur les sujets techniques que vous voulez aborder. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine question du mois.